soir, c'est la rentrée des classes et avec elle son lot de nouveautés, de questions, davantage de surfaces commerciales vides à Genève, bonne ou mauvaise nouvelle. Enfin, les propos polémiques du pape François qui recommande aux parents d'avoir recours à la psychiatrie s'ils constatent des penchants homosexuels chez leurs parents. On en parle dans le Club Radio Lac avec ce soir la directrice de l'école des parents, Katharina Schindler-Bagnoud. Bonsoir. Bonsoir. L'avocat Ronald Zacharias, bonsoir. Bonsoir. Et le président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, Laurent Terlinchon, bonsoir. Bonsoir à tous. Pour commencer, donc, ça sent bon, les craies, les cahiers et les cartables neufs. C'est la rentrée des classes dans les cantons lémaniques. 76 000 élèves à Genève, 120 000 dans le canton de Vaud. Une rentrée qui a son lot de nouveautés, à commencer par l'interdiction des portables dans le canton de Vaud. Alors, c'est uniquement dans 10 établissements pilotes pour commencer, mais il pourrait y avoir une probable généralisation à tous les établissements. Nos portables dans les classes, est-ce que c'est une bonne idée, Katharina Schindler-Bagnoud ? Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse oui ou non. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que elle peut paraître radicale, cette expérience sur le canton de Vaud. Il n'empêche que je pense qu'on a très peu de recul face à l'utilisation des portables tout court, y compris dans les écoles, et qu'on a besoin de réfléchir sur cette question et d'avancer avec cette technologie qui se modifie chaque jour. On va juste préciser que les portables sont interdits à l'école, mais y compris lors des phases de récréation, par exemple. Ouais. C'est pas uniquement pendant les cours. Exactement. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à Genève, on s'interroge sur la possibilité d'aller au-delà de l'interdiction dans les classes, et qu'il y aura un groupe de travail qui va être créé pour réfléchir à cette question et qui sera constitué d'enseignants, d'élèves, etc. Mais que sur le canton de Vaud, c'est vrai qu'on peut percevoir cette décision comme radicale, mais on peut aussi percevoir cette décision, et elle est dite, elle s'appelle une expérience, c'est sur 10 établissements. Donc vous seriez plutôt pour, finalement, si on vous suit bien. Je serais pas pour, je serais pour pouvoir... Pour, pas contre. Non, qu'on fasse des expériences. Ronald Zacharias, vous qui êtes... bien au contraire. On imagine que vous êtes un peu un accro au portable, en tout bon avocat. Est-ce que ce serait un souci, selon vous, d'interdire le portable à l'école ? Écoutez, ce qui m'interpelle, c'est que, comme vous le savez, enfin, on va pas faire un historique trop élaboré, mais enfin, on assiste depuis quand même une cinquantaine d'années à une formidable déconstruction de nos valeurs traditionnelles, et notamment celle de l'autorité. Et ça passe par le portable ? Qui est la faculté de pouvoir dire non ou d'interdire. Et on voit de formidables hésitations, on voit des groupes de réflexion qui se créent pour des choses qui sont, enfin pour des matières qui sembleraient quand même relativement évidentes, et pour le portable, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que en classe, et je sais pas si ici on fait référence aux tout jeunes, je crois qu'on a évoqué les 4-7 ans avant qu'on rentre dans le studio, ou même si c'est l'école primaire ou le cycle, peu importe. Il est clair que pour ce qui me concerne, le portable, c'est d'abord un danger pour l'écolier lui-même, puisqu'il ne participe pas pleinement au cours. Ça, c'est une première chose, parce qu'on les voit tous, ils sont en train de bricoler leur smartphone, au lieu d'être parfaitement attentifs. Mais surtout, le drame de ces portables, à mon sens, c'est que les rapports humains ne peuvent plus s'épanouir de la même manière. On voit, il est très fréquent de voir un élève en face d'un autre et les deux sont sur leur portable. Ils ne communiquent plus. Or, la communication numérique est infiniment plus simple et moins élaborée, moins complexe que la communication humaine, qui est non verbale ou verbale, mais peu importe. Laurent Terlinchon, votre avis là-dessus ? Est-ce que finalement, par le portable, on n'a plus de rapport humain ? Non, mais il faut pas confondre l'école, le début de l'apprentissage de la vie, et puis le phénomène du portable au niveau sociétal. Bien. Là, on parle Exactement. de tranche de 4-7 ans. Il est bon d'apprendre avec un crayon à papier à écrire avant de retrouver sur Wikimedia ce qu'on a besoin de rechercher. Donc, il faut rester, comment dirais-je, clair. Vaud fait des expériences sur 10 écoles sur des tranches d'âge de 4-7 ans où je vois pas ce que le portable a à faire dans la construction intellectuelle de l'enfant. Par contre, dans des tranches d'âge plus évoluées, on est en 2018. Donc, il faudrait faire selon l'âge des élèves. Il est clair que les mises en application doivent être différentes selon l'âge des enfants. Ça, c'est une évidence. Et puis, comme le soulève monsieur, les 4-7 ans, la problématique, je ne pense pas que c'était qu'ils viennent avec leur portable dans la classe. L'expérience qu'ils veulent mener sur le canton de Vaud, c'est de voir si dans les préaux, il y a plus d'interaction,
s'il n'y a pas les portables. Pour le reste, on a vu qu'à Genève, il y a une interdiction qu'il faudra appliquer. Il y a des thèmes de réflexion qu'il va y avoir avec les professeurs pour savoir si c'est un problème récurrent. Mais la loi existe déjà. Il faudra simplement savoir qui sera d'accord de la faire appliquer. Et ça, c'est encore un autre sujet. Parce que je ne crois pas que les professeurs à Genève veulent être pris pour des policiers ou des vérificateurs. Ils l'ont déjà dit clairement que c'était pas leur job. Donc il faut, au niveau éducatif, faire toujours attention quand on interdit quelque chose par rapport à un enfant. Il faut être d'accord et capable de le faire appliquer, sinon ça devient ridicule. Si on vous suit bien en tant que parent, Ronald Zacharias, vous seriez un peu moins flexible. Pour rebondir sur ces propos-là, sur mon préopinant, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, il y a une différence entre la règle et c'est totalement indépendant d'ailleurs. On élabore quelque chose qu'on aimerait voir normativement appliqué, et puis l'application de cette règle, c'est deux choses différentes. Mais d'abord, il faut avoir le courage d'instaurer une règle, une norme. Alors ça peut être précédé, ça devrait l'être d'ailleurs, d'un mouvement de réflexion où tous les groupements intéressés sont consultés. Mais là, on a quand même, je veux dire, il y a un moment, il faut être un tout petit peu plus courageux. On a affaire à une évidence. Ce portable qui doit servir à communiquer et pas à établir simplement des liens sociaux, en tout cas pas de manière prédominante, à mon sens, devrait être interdit à l'école. En tout cas, pendant les cours. Alors ça, effectivement, on les éteint, c'est déjà le cas, très bien, bravo. Et puis également à la récréation, pour simplement favoriser, parce qu'on est encore dans un lieu de formation, pour favoriser les échanges qui, encore une fois, sont beaucoup plus complexes que les échanges numériques. Jusqu'à 19h, un débat d'idées pour vous faire votre propre avis. C'est le Club Radio Lac. On en reparle dans un instant, donc on voit bien, on ne vous mettra pas d'accord concernant les portables. Va-t-on vous mettre d'accord sur l'apport des grands-parents à l'école qui viennent prêter main forte? Ça se passe dans l'arc jurassien. On en reparle dans un instant. Le Club Radio Lac. Béatrice Rulle. PMU, on parie que vous allez gagner. PMU. Le Quintet Plus se déroulait à Vincennes avec le prix de Mortin. 16 partants au départ. Il fallait jouer le 6, le 4, le 8, 10 et l'As. 6, 4, 8, 10 et As. Tous les résultats retrouvés sur pmur.ch. PMU, on parie que vous allez gagner. Les Cosy Tickets du Monster Energy Supercross Geneva sont de retour. Profitez de tarifs exceptionnels durant 3 jours seulement, dès vendredi jusqu'à dimanche. Monster Energy Supercross Geneva, les 30 novembre et 1er décembre à Palexpo. Plus d'infos sur supercross-genève.com. Billetterie, Ticket Corner et Fnac. Waouh, t'as vu ce match de foot hier soir? Ben non, je l'ai pas vu. Tu sais bien que j'ai pas Swisscom TV. Quoi? T'as toujours pas Swisscom TV? Mais c'est le moment ou jamais de s'abonner à Swisscom TV puisque Swisscom te fait cadeau des frais d'abonnement jusqu'à la fin de l'année. Mais non. Mais si, dépêche-toi de passer au Swisscom Shop. L'offre est seulement valable jusqu'au 16 septembre. Prêt pour découvrir ton nouveau club? Pardon? Les meilleurs clubs de fitness et de bien-être en Europe ont investi 6 millions d'euros pour rénover entièrement le City Gym de Végy. Viens profiter d'un essai gratuit de 3 jours pour tester les salles de sport ultra modernes, le spa, les piscines et toutes les nouvelles installations. Ok, je viens. Alors rendez-vous sur place au David Lloyd Club à Végy et sur le site davidlloyd.fr. Jusqu'à 19h, un débat d'idées pour vous faire votre propre avis. C'est le Club Radio Lac. Avec ce soir Katharina Schindler-Bagnou, la directrice de l'école des parents, l'avocat Ronald Zacharias et puis le président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, Laurent Terlinchon. On parlait juste avant la pause donc du portable qui est interdit dans 10 établissements dans le canton de Vaud. On interdit dans le canton de Vaud. Par contre, dans le canton du Jura, on vient prêter main forte. Ce sont les retraités qui viennent épauler les enseignants. Ça s'appelle le concept Win 3. Des retraités donc pour pallier au manque d'effectifs. Ça pose pas problème, ça tout de même, que des retraités viennent pallier au manque d'effectifs du corps enseignant, Katharina Schindler-Bagnou? Alors, moi, j'ai pas tout à fait la même information. C'est pas basé uniquement sur le manque d'effectifs. C'est pour prêter main forte et aider avec les plus petits dans les écoles. Oui, mais ça pourrait être des gens qu'on pourrait embaucher pour les aider. Ça pourrait, mais on connaît quand même les budgets qui sont alloués dans chaque canton et les difficultés. Et je pense qu'il y a une dimension extrêmement intéressante, c'est que des aînés puissent rentrer en lien avec des petits. Je pense que ça, c'est vraiment une plus-value importante dans cette expérience. Chacun garde sa place, l'enseignant reste l'enseignant.
enseignants. L'aîné est là pour aider à lasser les chaussures, pour aider à ce que les petits puissent s'habiller quand ils sortent à la récréation. Moi, j'y vois vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Je vous sens plus sceptique, Laurent Terlinchon. Moi, ce qui me dérange toujours, c'est quand on s'aperçoit que l'État a dépensé tout l'argent et qu'il a besoin encore du bénévole pour faire tourner la boutique. Donc, la priorité, me semble-t-il, est l'éducation. Ça fait sourire Ronald Zacharias. Et l'éducation, donc on va pas demander encore de l'aide à des bénévoles, surtout que les bénévoles aujourd'hui, c'est très difficile à trouver, donc on va peut-être en trouver au Jura, etc. Mais des bonnes idées, on ne peut pas forcément les faire déplacer. Vous êtes en train de nous dire que les retraités genevois et vaudois n'ont pas envie de prêter main forte aux enseignants. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien les associations que nous représentons, trouver des bénévoles qui veulent s'engager devient de plus en plus difficile. Et je pense, pour terminer là-dessus, c'est quand j'entends qu'on va demander à des retraités pour apprendre à lasser des chaussures ou mettre une veste à un enfant, je croyais que c'était le rôle des parents, moi. C'est-à-dire, avant d'envoyer les enfants à l'école, on les apprenait à faire les lacets. Oui, Ronald Zacharias, vous êtes très loin de la retraite, mais est-ce que vous seriez prêt à aider à lasser les chaussures des enfants? Pour aider à faire quoi? C'est vraiment ça? C'est aider à lasser les chaussures? C'était eux aussi dans la petite enfance. De quelle aide? C'est une aide logistique surtout, puisque les professeurs restant les professeurs, ce sont eux qui enseignent. Alors c'est quoi? C'est des espèces d'accessoires pour des tâches que les professeurs... Vous allez fâcher des gens qui travaillent à l'école si vous dites qu'ils non, mais ils peuvent prêter main forte quand un bricolage est fait par tous les enfants puis qu'ils sont petits puis qu'ils ont encore de la difficulté à le faire. Moi, j'entends, monsieur, que bien sûr, il faut leur apprendre à lasser leurs chaussures avant qu'ils commencent l'école. Il n'empêche qu'ils ne sont pas bien grands et puis que des fois, ils trouvent plus leur bonnet et que c'est difficile de mettre ses chaussures quand on est tout petit. On confond peut-être l'école avec la garderie. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça peut pas faire de mal. Je vois pas quel mal il peut y avoir à ce que les grands-parents donnent un coup de main ou à ce que des seniors donnent un coup de main. Cependant, j'ai entendu quelque chose qui est par contre fondamental et qui est extrêmement juste, c'est que l'éducation, c'est le rôle des parents. L'enseignement, c'est le rôle de l'école. Et il est clair que l'enseignement n'a pas une composante éducationnelle. Et l'absence qu'on ressent dans les écoles aujourd'hui, c'est le respect, si vous voulez, de l'autorité, le respect qu'on peut mettre sous le terme de la loi, qui aujourd'hui, chez les parents, manque un peu. Et on attend à ce que l'école prenne le relais. Ce n'est pas le rôle de l'école. Mais moi, je suis pas si je puis juste terminer là-dessus, le rôle de l'école, c'est de délivrer de la substance d'enseignement. Ce n'est pas de faire de la discipline que les parents n'ont pas fait. Parce que c'est en gros à cela qu'aujourd'hui, l'école se désespère de cela. Moi, je suis absolument pas d'accord avec vos propos. D'abord, l'éducation, c'est une co-éducation entre l'école et les enseignants. Je ne peux pas entendre et je ne peux pas non plus on va pas déléguer l'éducation de nos enfants à ce qui doit être simplement de l'enseignement scolaire. Que les parents sont démissionnaires et n'éduquent plus leurs enfants et que du coup, l'école a tout ce rôle à prendre alors que... Les parents ne le font pas, ne le réalisent pas, malheureusement. Et c'est le constat qui est européen, qui est en France extrêmement largement, y compris par le ministre de Catherine Schindler-Bagnou, vous des parents, vous envoyez tous les jours. Je rappelle, vous êtes la directrice de l'école des parents à Genève. Vous êtes confrontée à ces parents qui ont des difficultés pour élever leurs enfants. La réalité, selon vous? Pas être dans le déni, je veux dire. Mais difficulté, ça dépend ce qu'on met sous le mot difficulté. On peut se poser des questions sur l'éducation de son enfant sans être complètement perdu et avoir besoin d'une aide momentanée ou devoir poser des questions pour pouvoir avancer et avancer de façon plus fluide dans l'éducation des enfants. Moi, je suis contre ces propos de dire que les parents sont devenus démissionnaires. C'est inaudible comme discours. Ce n'est pas vrai. C'est une réalité. Ce n'est pas vrai. Réalité. Alors on peut effectivement... On peut en tout cas appeler nos auditeurs à réagir sur Twitter. On peut être dans le déni. Mais lorsque l'on constate, lorsqu'on prend connaissance plutôt des rapports de l'éducation nationale française, y compris en Suisse, mais surtout française, c'est là-dessus que je me base, il y a une démission totale des parents au niveau de l'éducation. J'aimerais quand même vous rappeler, mes chers amis, que nous parlions du Jura. Un dernier mot, puis on va passer à autre chose. Donc, on peut quand même se réjouir du niveau de l'éducation et de l'enseignement en Suisse, qui est ne pas comparable toujours avec des pays qui sont en difficulté aujourd'hui, et la France en tête. Je dis simplement, faisons attention que sur la bonne volonté et une bonne idée de demander à des anciens de venir s'occuper des petits, de ne pas
que ça devienne récurrent pour l'État de remplacer des manques qui sont de leur responsabilité par des bénévoles. C'est tout ce que je dis. Okay. Et moi, je redis que l'échange intergénérationnel est extrêmement riche. On a bien compris que vous avez des avis divers et variés sur la question et c'est tout à votre honneur. Juste avant que l'on passe à un autre sujet, je voulais quand même vous entendre sur cette statistique qui peut interpeller en cette journée de rentrée. 1 Suisse sur 6 ne sait pas lire ni écrire. Est-ce que l'école remplit toujours son rôle? Est-ce que l'école, c'était peut-être mieux avant, Ronald Zacharias? Alors écoutez, c'est amusant que vous évoquiez le passé. Alors il y a une étude qui a été faite très récemment par je me réfère à des travaux français, parce que la déconstruction elle a lieu essentiellement sur deux vecteurs, le langage et ce qu'on appelle aujourd'hui les civilités. Et lorsque l'on prend... Alors c'était mieux avant? On parlait mieux et on était plus poli? Sur le langage, je peux vous répondre. Donc la langue, le verbe. On a, une dictée d'une dizaine de lignes, on avait en 1920-1923 6 fautes sur 10 lignes. Aujourd'hui, on en a en moyenne, je parle de la France, je parle pas de Genève ni de la Suisse, comme on sait, qui est infiniment supérieure, on arrive à 17 fautes. Donc, si je dois vous répondre sur la performance du maîtrise de la langue, clairement, il y a une déconstruction. Clairement, il y a un retour en arrière. Florent Terlinchon, ce que je pense qui est important, c'est à la suite de ce constat, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que quelqu'un qui a des problématiques de lire et de compter et qui demain doit se prendre en main, la pauvre personne est perdue. Donc c'est pas simplement de le constater, c'est de savoir demain qu'est-ce qui va être proposé pour changer cet état de fait. Parce qu'on le sait qu'il y a une problématique au niveau des apprentissages. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il est fait et quand c'est qu'on met des nouvelles choses en place, c'est surtout ça qui est important. Quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire dans le monde dans lequel on est, il est à la marge dès le début de sa vie et ça c'est pas acceptable. Donc l'école, selon vous, Katharina Schneider-Bagnou, finalement, elle est à l'image de son temps? Elle est à l'image de son temps et moi je m'interroge quand vous dites qu'une personne sur 6 selon la dernière statistique. Voilà. Est-ce que cette personne a suivi son cursus scolaire à Genève ou en Suisse? C'est en Suisse, une personne sur 6 en Suisse. Illettré, ça veut dire qu'on a appris à lire et écrire, mais que par la force des choses, on a perdu la pratique. Ce n'est pas un alphabet, précisons-le. D'accord. Ok. Parce que la nuance est de taille. Bon, il faut voir si ça a été fait sur 150 personnes, etc. Mais en tout cas, que ça soit 1 sur 6 ou 1 sur 10, c'est déjà trop. Et il va bien falloir trouver quelque chose pour changer la vapeur. Jusqu'à 19h, un débat d'idées pour vous faire votre propre avis. C'est le Club Radiolac. Nous reviendrons juste après la pause sur le logement à Genève, avec plus de logements pour les entreprises, mais moins pour les particuliers. On en parle dans un tout petit instant, juste après la météo. Et la rentrée qui ne signifie pas que la fin de l'été. Demain, le temps sera de nouveau bien ensoleillé. Il fera même plus chaud. 13 degrés attendus demain matin à Mérin, 14 à Aubonne, 28 au meilleur de la journée à Carouge et 27 à Vevey. Le retour de la pluie, ce sera pour ce mercredi, selon Météo Suisse. La météo avec HG Commercial, votre partenaire à Crissier, Cortaillot et Villars-sur-Glane pour carrelage, parquet et aménagement extérieur. Tous les jours. Toute l'actualité démarre tous les matins sur Radiolac. Philippe Verdier, Sophie Gaillard et Benoît Rouchalot vous donnent le tempo de l'info en Suisse romande. Décryptage, billets d'humeur, édito économique, invités politiques, sport, écologie, conso. Dans un esprit d'équipe tonique, nous débuterons la journée ensemble. Radiolac matin, 6h, 9h, ensemble. S'informer, se divertir. Vos conditions de circulation en ce moment, vous êtes nombreux à circuler sur la 1 Lausanne direction Genève. Conséquence, le trafic est perturbé entre l'aéroport de Genève et Perly. Il y a du monde également en ville, quai du Mont-Blanc, on roule pare-choc contre pare-choc, pont du Mont-Blanc aussi. En face, quai Gustave-Ador, le trafic est fortement perturbé également rue de la Servette et avenue du Mail. Enfin, vous êtes nombreux à circuler, route des Acacias. Prudence, patience et surtout bonne route à tous. Si vous avez d'autres infos au trafic à nous signaler, n'hésitez pas par WhatsApp, le WhatsApp de Radiolac au 079 91 8 3000. 18h, 19h. Le débat du Club Radiolac est dirigé par Béatrice Rulle.
Avec ce soir l'avocat Ronald Zacharias, la directrice de l'école des parents Ronald Schindler-Bagnoud et le président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, Laurent Terlinchamp. On dit qu'il est difficile de se loger à Genève. Pour les particuliers, peut-être. Les entreprises, elles, ont pléthore de choix. En un an, les surfaces d'activités vacantes ont augmenté de 38% selon l'Oxtat, du jamais vu depuis 20 ans. Alors on a des surfaces de bureaux en plus à Genève, également des surfaces de commerce en plus. Je me tourne vers vous, Laurent Terlinchamp. C'est une bonne nouvelle, ça, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le commerce? Oui, mais on n'en manquait pas. Vous êtes en train de dire qu'on n'aura pas une baisse sur notre café parce que vous vous logez plus rapidement. Mais pourquoi vous voulez toujours me rendre pauvre? Pour nous rendre vous plus avez riches. Même des cafés gratuits chez vous. Pourquoi vous venez chez moi? Quand vous venez chez moi, c'est un service, vous payez. Non, plus, et avec le sourire en plus. Plus sérieusement, des surfaces de bureaux en plus, est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant, surtout quand on met en parallèle avec ce qui se passe juste à côté, juste de l'autre côté de la Versoix, enfin un peu plus loin, à Nyon, où là par contre on a beaucoup plus de place. Est-ce que c'est un signe inquiétant pour vous, Katharina Schindler-Bagnoud, de plus en plus dense et qu'il faut trouver des solutions, en tout cas pour loger tous les gens qui y habitent. Donc c'est une réalité à laquelle il va falloir faire face et réfléchir. Ronald Zacharias, vous êtes avocat, oui. Vous avez été, on va quand même le rappeler à nos auditeurs, aux auditeurs de Radio Lac, l'un des fers de lance pour que justement on puisse transformer ces logements de bureaux, ces surfaces de bureaux en logements. Votre loi est passée. Oui. Alors, je ne me loge pas plus facilement. La loi est effectivement passée. Lorsque j'étais au Grand Conseil, j'avais déposé ce projet de loi qui a été d'abord refusé par la gauche. Il a été voté. Passons sur les tergiversations. Il y a eu un référendum et ça a été largement accepté. Alors, elle permet cette loi de convertir des bureaux en logements, mais il faut que ça fasse sens économiquement, bien évidemment. Ces immeubles, façade rideau, plafond froid qu'on trouve près de l'aéroport, c'est clair que ça n'a aucun sens économique de les convertir. Mais enfin, le problème n'est pas là. Le drame que l'on vit aujourd'hui à Genève, c'est réellement, et ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est d'avoir non pas 38 ou 39%, mais 44% de vacances supplémentaires en bureau. Et d'avoir dans le canton de Vaud limitrophe, on a de la peine à trouver un mètre carré à louer. Alors, c'est ce que je disais, à Nyon, c'est plus compliqué. Donc ça veut dire quoi? Ça va pas bien à Genève, c'est ce que vous voulez dire? C'est symptomatique de quoi? Ça veut dire que Genève, alors la première lecture, bien sûr qu'on a besoin de logements. Enfin, c'est pas le propos. On parle de surface commerciale, de locaux d'activité. Le premier, si vous voulez, la première variable explicative, c'est quand même l'absence de visibilité totale et la perte d'attractivité de Genève pour ceux qui s'installent pour y faire du commerce ou pour faire ou pour une activité tertiaire. Force est de constater que l'invisibilité sur la réforme des entreprises, que l'extrême lourdeur de l'imposition des personnes physiques, les gens ils réfléchissent à deux fois, voire ils quittent et délocalisent. Est-ce que vous allez vous délocaliser, Laurent Terlinchamp, vous qui êtes un entrepreneur? Non, mais moi je travaille que pour vous plaire au niveau local. Moi je pars pas, je vous promets, je reste. Non, mais on a des différences, si vous voulez. Il y a 10 ans pour faire un projet immobilier. Donc, au vu des changements sociétals et des problèmes de crise au niveau planétaire, il est certain qu'on ne peut pas anticiper entre le moment qu'on décide de faire des bureaux et aujourd'hui où la plupart des sociétés que nous avons à Genève est touchée par l'économie et par la politique mondiale. On n'a pas des grosses industries. On a des grosses sociétés qui sont à Genève, mais qui touchent le monde. Donc aujourd'hui, entre la politique américaine, avec le retour, avec des impositions, et là je vous suis tout à fait, il faudra bien que Genève décide de quel impôt elle veut toucher les sociétés et rapidement pour avoir une visibilité vis-à-vis des sociétés, pas qui sont parties, mais celles qui tentent de le faire et qui sont encore là. Donc il est vrai qu'il y a une urgence avec la rentrée. On parlait de la rentrée, on a l'école, on a les embouteillages, mais au niveau des députés, il y a un gros travail au niveau de la fiscalité pour pas continuer à constater l'évasion des entreprises qui créent l'emploi et la richesse à Genève. Alors il est vrai, non, mais ça... Un instant, Ronald Zacharias, reste tout de même, on l'a dit, donc il y a plus de surface vacante pour les entreprises. Il y a eu cette loi, normalement, ça devrait être transformé en logement. Pourquoi c'est pas le cas? Je viens de dire que pas tous les immeubles commerciaux de locaux d'activité. Vu la quantité de logements vacants qu'il y a, si vous voulez, j'ai ciblé cette loi sur des immeubles bien particuliers, qui sont les immeubles mixtes. C'est-à-dire qu'on a typiquement un ré qui est commercial ou un restaurant. Ensuite, on a quelques niveaux de locaux d'activité, puis du logement. Et ce qui permettait de convertir très rapidement du bureau en logement. Pourquoi? Parce que tout était déjà en attente. Il y a souvent même de l'attente exécutée. En d'autres termes, on avait déjà une kitchenette, on avait déjà une salle de bain. Et c'est ces locaux-là qui sont typiquement la cible, qui ont été ciblés par cette loi. Mais
pour rebondir sur les propos tout à l'heure, et vous avez raison, l'économie mondiale, les piètres politiques cantonales ou même fédérales n'ont très peu d'influence, puisque le marché est mondial. Donc, bien évidemment, ces leviers ne lèvent plus grand-chose. Mais cela étant, sur le plan cantonal, par rapport à la compétence, par rapport à la compétitivité ou la concurrence du canton de Vaud, on voit très bien que vu que dès le 1er janvier 2019, le canton de Vaud applique un taux de 13,79, alors tout le monde est toujours c'est le fameux PF17, on aura largement le temps d'en reparler. Là où le canton est quand même plus actif, c'est le fameux PAV, on parlait tout à l'heure, vous disiez, il faut 10 ans pour arriver à faire avancer la politique de logement. Tout va bien. Le PAV, je pense, a battu tous les records. Tout de même, le projet lauréat c'est encore un autre sujet. Le projet lauréat pour la pointe nord du PAV a été présenté ce matin à Genève. Nous en parlions d'ailleurs dans le journal de 18h, avec une tour de 100 mètres qui va dominer le quartier. Un canton de Genève façon Manhattan, ça vous fait rêver, Katharina Schilder-Banyou? Absolument pas. Vraiment pas. Alors, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment vivre ensemble, mais en tout cas pas dans des tours de 100 mètres de haut. Vous êtes en train de nous dire que ça peut être vecteur de problèmes? C'est en tout cas pas propice à des échanges et à du vivre ensemble. C'est beaucoup plus complexe dans une tour de 100 mètres. Et puis, Genève n'est pas une si grande ville, et une tour de 100 mètres au milieu de ce décor, ça me laisse perplexe. C'est une espèce de verrue à vous entendre. Est-ce que c'est ça aussi votre crainte, Laurent Terlinck? Non, alors verrue, je prendrais pas ce mot-là parce qu'on veut pas être vexant avec nos amis architectes, mais pour moi, c'est carrément un bureau d'architecte qui veut laisser une trace à Genève en construisant quelque chose, une tour qui va rester là pendant des années. Maintenant, je partage les idées de madame. Je ne me vois pas dans une cité avec des tours. Et quand je vois ce qui s'est passé dans les grandes villes mondiales ou européennes, tout le monde revient à des écoquartiers, à des vivre ensemble. Donc l'époque des grandes tours, ça devient oriental ou en Asie, mais de moins en moins en Europe. Attendez, si je vous suis bien, on vient de se plaindre il y a 2 minutes en disant on n'a pas de logement. Là, on nous construit certes une tour, mais il y aura des logements. Hein. Avec le PAV, on en a de nombreux, en tout cas espérés. On n'est jamais content. Non, mais il nous faut des logements pour vivre bien à Genève. Le prêt à pour vivre haut. Pour vivre bien, c'est pas la même chose. Le prêt Acacia-Vernet a des problèmes beaucoup plus sérieux que l'expression architecturale d'une tour. Le prêt Acacia-Vernet, ce qui le plombe et ce qui le plombera et ce qui fait qu'il ne pourra pas voir le jour, en tout cas pas si les finances publiques ne sont pas plus généreuses à son égard au travers de fondations immobilières de droit public, etc. C'est les 62% de logements d'utilité publique. Les 62% de logements d'utilité publique subventionnés, personne n'arrive à les payer, que ce soit au niveau macroéconomique. Faut donc une grande tour réservée aux plus riches. On sait qu'il y a Faut donc une grande tour réservée aux plus riches. Non, mais parlons pas de grande tour, ça n'a aucun intérêt, à part l'expression architecturale. Le problème, c'est est-ce qu'il est réalisable? Alors, avec ces 62% de logements d'utilité publique, on sait qu'il y a une péréquation dans le logement social. Il y a une partie de propriété par étage, une partie de HM, il y a une partie de LUP. Et là, on a modifié en profondeur ces pourcentages ou ces proportions qui fait qu'un promoteur n'y s'y retrouve pas. Mais c'est pas le seul problème. Le grand problème de ce PAV, c'est le problème macroéconomique qu'il pose. Il faut savoir à Genève que chaque habitant, on est 500 000, coûte 16 400 francs par an. C'est son coût. C'est le coût social d'un habitant. Or, on est en train de créer un prêt Acacia-Vernet avec 62% de logements qui sont des logements sociaux, qui vont bénéficier d'aide au logement. En d'autres termes, ce ne sont plus des contribuables qui rapportent, mais qui coûtent. Expliquez-moi comment on va pouvoir résoudre cette équation. Sur le plan macroéconomique, c'est-à-dire comment on va pouvoir boucler un budget avec des projets d'aménagement pareils. Alors, je comprends que la gauche, elle table là-dessus parce qu'elle fidélise et qu'il y a une arrière-pensée électoraliste. Mais sur le plan de la réalisation concrète de ces dossiers-là, on sait qu'on est nouveau parti pour 10 ou 20 ans. Du haut des 16 500 francs que vous coûtez au canton de Genève, Katharina Schilder-Banyou, vous êtes de cet avis? Il faut bien les loger, ces gens. De toute façon, alors je comprends la péréquation financière il va falloir trouver. C'est quoi cette mais toutes les classes. Quoi on double les impôts. Vous êtes en train de nous dire que ces gens... Non, mais attendez, moi je comprends. Il faut accueillir toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. Sans la misère du monde, juste les gens qui travaillent ici. Oublions ça, il faut les loger. Il faut loger les gens. D'accord, mais pour loger les gens, il faut des moyens. Pour les moyens, on va les chercher où?
Laurent Terlinchamp, on va aller chercher. Mais où on va aller chercher avec déjà le taux d'imposition qu'on a aujourd'hui? Il faut reprendre les choses pour les gens qui nous écoutent. À Genève, la plupart des gens qui travaillent normalement et qui ont une vie normale ont des problèmes de se loger. C'est clair, net, précis, peu importe. On n'est pas obligé de mettre les gens les uns contre les autres. Tout le monde a des problèmes de logement. C'est où on peut pas, ou alors ça devient objectivement difficile. Et je parle pas de la propriété, je parle déjà rien que de la location. Et là, moi, je vous suis. Voilà. Ce n'est pas la classe inférieure. On est aux quatre autour de la table. Je pense qu'on est tous les quatre. Peut-être pas vous, monsieur Zacharias, avoir eu du mal à se loger. C'est peut-être intéressant à regarder. Au niveau du courage des politiques, c'est quand on part dans l'idée de faire une nouvelle ville dans la ville et qu'on a une page vierge, eh bien ça m'intéresse de savoir en 2018 comment on fait pour résoudre les problèmes que l'on se traîne depuis les années 60. Et aujourd'hui, c'est pas de savoir, vous avez raison, s'il y a une tour ou etc. Il faut arrêter de mettre les gens qui ont certains moyens avec des gens qui n'en ont pas. Les politiques ou les gens qui sont mandatés pour trouver des solutions sont là pour les trouver. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution qui soit suffisamment pérenne pour la mettre en place. Donc le financement, etc. Et toujours entendre le même discours entre deux parties. Ah mais vous êtes pauvre, c'est pas à moi de payer pour vous, etc. Je paye beaucoup d'impôts parce que je gagne bien ma vie. Il n'empêche que ça ne suffit pas avec les impôts que je paye. J'ai encore les dettes de l'État pour à peu près 30 ou 40 ou 50 000 francs par tête d'habitant. Vous disiez 16 000 francs qu'on coûte. Restez juste bien en face de votre micro. Eh bien, il y a encore 50 000 francs de dettes qu'on m'a mis parce que malgré les impôts que j'ai donnés, on a réussi à dépenser plus que ce qui est rentré. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans ce quartier pour faire du logement qui soit multiculturel, qui soit de niveaux différents, peu importe. Il y a une page qui doit s'écrire à Genève. Elle est aujourd'hui. Il faut que des gens prennent leurs responsabilités, mais maintenant. Jusqu'à 19h, un débat d'idées pour vous faire votre propre avis. C'est le Club Radio Lac. On vient d'entendre donc de votre avis sur le logement, Ronald Zacharias, s'il vous plaît, parce qu'on va enchaîner tout de suite sur un autre sujet juste après la pause. On va s'intéresser à ces propos pour le moins polémiques du pape, où homosexualité se guérirait selon lui par la psychiatrie. 18h, 19h sur Radio Lac. Béatrice Rulle. Pensez aux personnes qui comptent le plus pour vous. Celles que vous avez hâte de retrouver après le travail. C'est à elles que nous avons pensé lors de la conception du nouveau break Volvo V60. Protégez ceux qui comptent le plus pour vous. La nouvelle Volvo V60 avec technologie de sécurité innovante. Venez la découvrir le 31 août et le 1er septembre chez votre concessionnaire Volvo. Et UPC propose une connexion Internet haut débit à seulement 49 francs. Quoi ? Profitez de la connexion Internet haut débit de UPC à seulement 49 francs par mois pendant 6 mois et économisez plus de 500 francs. Plus d'infos sur upc.ch. Retrouvez les actions Volvo chez vos concessionnaires Grim Centre au Petit-Lancy et Garage de Nyon du groupe Chevalet. Du 31 août au 2 septembre, place à la musique traditionnelle suisse à Bernec avec les rencontres musicales spéciales folklore. Soirée d'ouverture vendredi 31 août avec l'écho des Ordons. Plus de 30 concerts gratuits entre yodel, chor des Alpes ou accordéon schmitzois. Démonstration de danse et animation pour tous. Entrée libre. Info bernay.ch. Jusqu'à 19h, un débat d'idées pour vous faire votre propre avis. C'est le Club Radio Lac. Avec ce soir le président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, Laurent Terlinchamp, l'avocat Ronald Zacharias et la directrice de l'école des parents, Katharina Schindler-Bagnou. On vient donc de parler du logement. On n'a pas réussi à vous mettre d'accord, mais y a-t-il vraiment un genevois d'accord avec un autre sur ce sujet? On va s'intéresser à présent à ce thème qui a pas mal fait parler aujourd'hui. Je vais vous citer cette phrase. Vous allez me dire qui l'a dit. Quand l'homosexualité se manifeste dès l'enfance, il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie pour voir comment sont les choses. Ce sont les recommandations du pape François, absolument. Katharina Schindler-Bagnou, hier dans son avion qu'il ramenait à Rome après un voyage officiel en Irlande. Un pape qui a dans le même temps, on va bien le dire, estimé que le silence des parents lors du coming out de leur enfant n'était pas une solution. Mais ces mots ont bien évidemment fait réagir les associations LGBT ce matin. Katharina Schindler-Bagnou, je vous laisse la parole. Votre réaction à ces mots? Des propos pareils, c'est effarant. L'homosexualité, c'est une orientation sexuelle.
c'est pas une maladie, ça se saurait. Hein. Donc de tenir un propos comme quoi ça pourrait se soigner d'une façon ou d'une autre, lui il propose une variante, mais on pourrait imaginer que d'autres pourraient en imaginer d'autres. C'est effarant de tenir des propos pareils. Il y a aussi le mot enfant dans cette phrase, ce qui est plutôt inquiétant, parce que l'orientation sexuelle d'un enfant, ça voudrait dire, si je polémique un peu, c'est qu'un enfant, si un jour il se déguise en fée pour l'escalade ou pour carnaval, on peut tout d'un coup le suspecter d'avoir des éventuelles orientations homosexuelles. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux dans ces propos, et que je comprends que tous ces organismes réagissent très fort, et c'est très important. On disait que le pape François, donc un premier pape argentin, était un pape réformiste, qu'il avait des idées très progressistes sur la question par rapport à ses prédécesseurs. Là, c'est vrai que cette prise de parole surprend, Laurent Terlinson. Oui, mais il y a deux choses qui sont rassurantes. C'est-à-dire que si vous enlevez ce mot, il faut écouter les 2 minutes d'interview. À l'âge que nous avons connu différents papes. C'est le premier qui s'exprime avec autant de chaleur et d'ouverture. Ce mot n'est pas excusable. La preuve en est, c'est qu'il a été retiré. Voilà. Ce qui aurait été pire, c'est qu'à 18h, le Vatican n'est toujours pas rebondi sur ce propos-là. Par contre, le Vatican a retiré aujourd'hui la référence à la psychiatrie dans la déclaration. Reste qu'il a quand même été dit hier dans l'avion, vu que c'est une parole. Mais j'ai pas dit qu'il n'a pas été dit. C'est simplement si vous écoutez, je défends rien, je dis juste que j'ai écouté parce que je venais vous voir, donc je me suis renseigné. On aurait pu y voir psychologue pour aide aux parents, parce que le message du pape était un message d'ouverture et d'accompagnement des parents sur les enfants, ou etc., etc. Donc, ce mot n'avait rien à faire dans ce contexte, et il est inexcusable, et s'il était resté. Il a été retiré, et je pense qu'il faut apprécier un peu l'ouverture que ce pape a. L'Église a bien d'autres reproches à avoir. Hein. Je ne défends pas l'Église, je dis que ce pape, pour une fois, quand on voit le nombre de gens qui ont souffert sur ce sujet dans le monde, qu'il y a le représentant de 2,5 milliards de personnes qui a des messages d'ouverture et d'écoute, c'est déjà un début. Déjà un début, Ronald Zacharias ? Alors, écoutez, je pense qu'il faut oser, au lieu de se joindre au mainstream en hurlant, prendre un tout petit peu de distance par rapport au politiquement correct et se rappeler que l'OMS a soustrait de sa liste des maladies mentales, des maladies psychiatriques, donc on est dans la pathologie, l'homosexualité, en 1991. Que la Société américaine des psychiatres l'a enlevé après une moult pression de sa liste des maladies mentales, l'homosexualité en 1974. C'est pas très vieux. Que dans 65% des pays, cela constitue une infraction passible ou de la peine de mort ou d'une peine privative de liberté. Donc l'arrogance que nous avons pour dire mais qu'est-ce que c'est que ce scandale, il faut quand même un tout petit peu le relativiser. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Maintenant, lorsque le pape François dit il faut un traitement psychiatrique, c'est que lui-même est dans cette idée que l'homosexualité, au fond, est une maladie. Et l'explication... mais ça vous choque pas qu'il associe homosexualité et maladie ? Le problème. Il a associé à une maladie. Il a associé à une maladie parce que on a encore aujourd'hui une explication hormonale comme quoi, au fond, l'homosexualité n'est pas acquise, mais elle est innée. Mais enfin, peu importe, on va pas rentrer dans ce débat-là. Je pense qu'aujourd'hui, elle ne doit plus personnellement... mais bon, personnellement, on ne représente pas le monde. Cela n'est pas une maladie mentale, c'est une orientation sexuelle. Comme vous avez dit, c'est le choix du partenaire qui relève de la liberté individuelle, clairement. Cela dit, être homosexuel aujourd'hui, être lesbienne, être gay, être homosexuel, reste compliqué. Et aujourd'hui encore, il est pas facile de l'assumer publiquement. Oui, mais là dès lors, le pape François, comme vous le disiez très justement, s'il avait remplacé le mot psychiatre, le terme psychiatre, par un accompagnement psychothérapeutique, alors c'est pas la même chose. Ça aurait tout à fait été adéquat. C'est pas du tout. Oui, mais bon, c'est bien pour ça qu'il est normal que ces gens aient réagi avec autant de vigueur sur le mot psychiatrie, parce qu'il n'avait rien à faire dans ses propos. Je dis juste que si vous regardez, mais bon, peu importe. Si vous regardez, on va laisser finir Laurent Terlinson. Si vous regardez, sans défendre le pape, j'ai pas à défendre qui que ce soit. Je dis, si vous regardez ce qu'il dit,
Je n'avais jamais entendu un pape sur un sujet aussi chaud que celui-là. D'accord ? Avoir des mots peut-être rassurants et accompagnateurs pour des parents qui se sentent bien souvent perdus quand ils constatent cette problématique. Par contre, il est tout à fait normal que les gens homosexuels, etc., même les autres, et nous en premier, nous réagissions sur des propos qui n'ont rien à faire dans cette phrase-là. D'ailleurs, ça a été retiré. Bien. Justement, on le disait, ce pape, il a suscité un véritable engouement quand il est venu, et notamment à Genève. C'était il y a quelques mois. On se souvient de cette foule qu'il y avait à Palexpo. Est-ce que c'est une personnalité qui vous plaît finalement, Katharina Schindler-Bagno ? Me plaire, je pourrais pas m'exprimer, mais c'est vrai qu'il a eu des propos plus ouverts que les papes précédents. Ça, je le conçois. D'où notre effarement quand on prend connaissance de la phrase dont on est en train de débattre. Plus globalement, le pape parle. Alors, bon, sans vouloir faire offense aux pratiquants et aux catholiques, il y a tout de même de moins en moins de catholiques dans le monde. Pourtant, sa parole continue autant. Non, ça vous pouvez pas dire ça. Dans la vieille Europe, dans le reste du monde, il y a une augmentation. En Amérique latine et en Amérique du Sud, oui, mais globalement, il y a quand même, ici, chez nous, ça c'est pas le même impact, vous êtes d'accord, que dans les années 60. Et alors je veux dire ça. Ce que je veux dire, c'est que comment se fait-il finalement que quand le pape parle, il y a toujours autant de portée, 2,5 milliards de personnes, plus les religions qui sont autour de la chrétienté. Donc, je veux dire, évidemment qu'il est écouté, qu'il est entendu. Ce qu'on parlait là, c'est de respect. Dans une explication qui était remplie de fraternité, d'ouverture et de respect, il y a un mot qui avait rien à faire là-dedans, qui a fait bondir la population à juste titre. Et il est bien que le Vatican, avant qu'on ferme les micros, et soit revenu sur les propos du pape en disant que ce mot n'avait rien à faire dans ses propos. Après, qu'on l'aime ou pas, je veux dire, chacun a son idée sur le pape. C'est pas nous qui l'élisons. S'il plaît aux chrétiens, aux catholiques, tant mieux. La question n'est pas là. Je vous confirme que nous ne sommes pas encore cardinaux. Voilà. Donc, peu importe qui s'exprime au jour d'aujourd'hui, dans un monde de médias, d'ouverture d'écoute, on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quel moment. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Les gens peuvent être choqués. Et donc, des gens aussi représentatifs que le pape doivent faire attention, bien entendu, plus que d'autres, sur les propos qu'il peut tenir. Je vais quand même revenir sur ma question initiale, qui était la portée de la parole de ce pape, qui reste tout de même encore très importante. On le voit bien, si on vous suit bien, Laurent Terlinchamp, on va dire, pardon pour l'expression, presque une faute de communication dans le meilleur des cas. On voit la portée que ça prend. Le pape, définitivement, c'est le chef de l'Église catholique. Ce qu'il dit n'a pas la même portée que le Dalai Lama, par exemple, pour vous, Ronald Zacharias. Écoutez, le Dalai Lama, dans les deux cas, on est, si vous voulez, dans un discours religieux. Le Dalai Lama, pas strictement religieux, mais au bout, il y a la rédemption, il y a le salut surtout. Il y a le fait d'être sauvé. Et des milliards, effectivement, de chrétiens, de catholiques, mais même en Europe encore, sauf que ça relève de la sphère privée, sont dans la conviction qu'il y a, après la mort, il y a une manière de retrouver les siens, en chair et en os, ou alors d'avoir une espèce de vie éternelle. En fait, le discours chrétien nous propose de nous désangoisser face à la mort. C'est le côté marketing de la pensée chrétienne. Marketing, on y vient justement. On a dit beaucoup ça du pape François, qui était un pape un peu marketing finalement. Moi, je dirais pas ça. Moi, je reviens plutôt sur votre propos. Est-ce qu'on l'écoute beaucoup ? Je dirais que, en tout cas, dans la position qu'il a, de tenir des propos aussi abrupts et qui ont été retirés par le Vatican, ben évidemment, ça a une portée dingue, parce que c'est pas n'importe qui les a dit, quand même. Il a une position qui fait qu'il faut qu'il mesure ses propos. Il y a quand même, si vous voulez, un côté totalitaire, où il y a un côté, si vous voulez, fascisant. Le mot n'est pas trop fort. Rapprochez-vous du micro. Le fait de tout regard critique sur l'homosexualité, par exemple. On doit avoir un regard, le fait même d'avoir une pensée critique qui dévie un tout petit peu et qui pose la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par pensée critique ? Je vais vous donner la réponse. On pourrait se poser la question, mais c'est tabou, bien évidemment. On sort des clous. On pourrait se dire, mais au fond, est-ce qu'on a été jusqu'au bout du raisonnement de savoir
quelle est l'origine, la radicale, enfin les racines de l'homosexualité. Non, mais on s'en fout. Mais on s'en fout d'où ça vient. Ça peut bien venir de la préhistoire. Alors là, vous n'êtes pas dans. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent leur homosexualité jusqu'à preuve du contraire. Ils ont le droit. Ils peuvent se sentir vexés d'entendre qu'ils sont considérés comme des malades. Vous vous trompez de bataille. On se dit la même chose que vous. C'est pas ça. Mais on doit pouvoir se poser la question, est-ce que ça a une origine somatique? Est-ce que ça a une origine... La réponse que vous avez, qu'est-ce que ça change? Mais ça change rien du tout. C'est tout simplement qu'on doit pouvoir se poser la question. Et vous avez un côté qui est tellement réducteur, c'est-à-dire qui dit, n'abordez même pas la question. On n'a pas dit ça, on a dit que c'était pas une maladie et qu'il fallait pas la soigner. Je dis que le respect n'est jamais dans le dérapage. Mais ce mot-là, dans ce discours, était un dérapage qui a été retiré. C'est un dérapage. Et à saluer. L'évolution de la pensée scientifique est un dérapage. Alors, l'évolution de la pensée historique est un dérapage. Il y a des interdits, il y a des zones interdites. Moi, je dis non. Tout simplement, on peut respecter. Attendez, on peut pas non plus dire tout sur n'importe quoi. Les orientations sexuelles, on peut totalement les considérer totalement égales sans aucune discrimination, mais continuer à se poser des questions scientifiques. On a le droit. Et lorsque le pape, sa langue a fourché, parce qu'il aurait dû savoir qu'aujourd'hui, ce n'est plus considéré comme une maladie mentale, eh ben, c'est malheureux. Mais de savoir si on a été au bout du discours ne doit pas être une question hérétique. Voilà ce que je dis. Merci Ronald Zakaria. Je ne doute pas que vos propos feront réagir les auditeurs de Radio Lac par WhatsApp 079 31 8 3000, sur Twitter Radio Lac CH. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes avocat. Merci d'avoir été à cette première de rentrée du Club Radio Lac. Merci à vous également, Laurent Terlinchamp, le président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève. Et enfin, merci à vous, Katharina Schindler-Baniou, la directrice de l'école des parents.